La réussite sur les réseaux sociaux et le gain de visibilité, la croissance sur les réseaux sociaux, c'est très simple. La mécanique est la même pour tous les réseaux sociaux. C'est la constance avec du contenu de qualité. La base d'un business model, c'est vendre une solution, donc prescrire, c'est de la prescription, on est des médecins tout simplement. On fait un diagnostic, lorsqu'on a le client au téléphone par exemple, on cible son problème, on lui vend notre solution. Voilà, on fait que de la prescription, on est des médecins, les prestataires de services, coach, consultants, on est simplement des médecins. Ne croyez pas que c'est parce que vous allez créer une très grosse agence avec une équipe de 15 personnes, ah tiens j'ai 15 personnes, j'ai un bureau qui fait 200 mètres sur les Champs-Élysées, que vous allez vendre bien plus ou bien plus cher que le voisin, ça c'est du bullshit. Je pense que pour avoir un impact sur le marché, il faut être disruptif. La disruption, c'est amener une compétence, faire fusionner deux compétences qui n'ont rien à voir ensemble. Comme fait Elon Musk par exemple. Elon Musk, c'est un ingénieur qui fait du marketing. Voilà, c'est un génie. C'est pour ça qu'on se rappelle de lui. Salut à toi, c'est Florian et je suis vraiment ravi de te retrouver dans ce 7e épisode de l'émission Dans la tête d'un top player. Aujourd'hui, on a l'immense honneur de se retrouver dans la tête d'une personne assez spéciale. Il s'est fédéré une communauté comme peu savent le faire. Il a un branding juste de malade qui crée une disruption vraiment à chaque fois. C'est très certainement l'un des meilleurs formateurs et coachs Instagram, si ce n'est le meilleur, il nous le dira. Il est d'ailleurs connu sous le nom de Monsieur Instagram. Il est l'initiateur du mouvement Instagram Supremacy. J'ai l'immense honneur d'accueillir Monsieur Pablo Guirao. Yo Pablo, comment tu vas? Salut, comment tu vas Florian? Bah nickel, et toi? Ça va Écoute, super. ça va très bien, je suis vraiment ravi de t'accueillir ici. Pareillement, merci de m'inviter. Top. Bon, toi, en quelques mots, j'ai déjà pas mal résumé. Tu es un as du marketing, tu es un as du social selling, tu es un as du Yes. branding. On peut dire que tu es aussi un as pour fédérer une communauté. J'en ai fait un de mes points d'honneur. Je pense que, et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est Mark Zuckerberg lui-même qui l'a dit début janvier 2020, que le futur du marketing va se retrouver dans les micro-communautés. Donc tout ce qui est micro-communauté, c'est typiquement, ça peut être un groupe Facebook, mais pas que, hein. C'est-à-dire que sur Instagram, moi je considère mes abonnés comme ma communauté. Yes. Après, un groupe Facebook, c'est plus peut-être pour maximiser cette relation avec la communauté qu'on a commencé à se créer sur Instagram. Ensuite, après, les envoyer sur un groupe Facebook pour maximiser cette relation. Mais ouais, j'ai vraiment fait j'ai mis un point d'honneur sur la création d'une communauté. Donc, une communauté, c'est quoi? C'est une audience de fidèles, tout simplement. C'est des gens qui sont fidèles à toi, à ta vision, ton expertise, tes valeurs et également ton positionnement. C'est très, très important. On ne doit plus être en capacité de seulement montrer qu'on est un expert sur un marché, qu'on a une autorité, hein, tout simplement, mais on doit être également en capacité de montrer maintenant qu'on a une vraie vision, qu'on a des valeurs et qu'on a également un positionnement qui est propre à nous. Et c'est comme ça qu'on fidélise une audience et c'est comme ça qu'on crée une communauté, tout simplement. C'est pas juste en partageant de l'expertise, mais en allant plus loin que ça, en partageant sa vision, voilà, en apportant un concept à sa propre marque, dans son personal branding. Ouais. Est-ce qu'on peut dire du coup que tu respectes coûte que coûte la citation faites l'amour et pas la guerre? Ah oui, oui, complètement, complètement, complètement. Et je pense qu'avec son audience, ouais, faut partager l'amour carrément. Je pense que c'est important. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord avec cette citation. Ok. Bon, tu le sais peut-être, l'idée ici, c'est de rentrer un petit peu dans ta tête pour savoir déjà Yes. qui tu es, comprendre qui tu es, savoir comment tu réfléchis, dans quel sens tu pars, comment tu fais pour en arriver jusque-là, comment tu en es arrivé jusque-là. Donc, est-ce qu'on est déjà bon avec tout ça? Est-ce que tu es chaud? Ah, je suis plus que chaud, Florian. Allez, super. Donc, première question, on va faire ça très simple. Yes. Le classique, qui tu es, d'où viens-tu, pardon, que fais-tu? Alors, bon, Pablo Guirao, enchanté à toutes les personnes qui nous écoutent. Je te remercie encore une fois de m'avoir invité sur ton podcast. C'est un plaisir de partager de la valeur et voilà, de délivrer de la connaissance gratuite. Je pense qu'on en a tous besoin.
Donc, j'ai commencé, donc je suis web designer de formation. Donc, c'est pour ça, ceux qui me connaissent, peut-être ceux qui écoutent ce podcast, euh, vous le voyez, tu le vois, Florian, que j'ai vraiment ouais, j'ai pris un gros axe sur le branding. Je pense que c'est très, très important le branding. Donc, le branding, c'est pas seulement l'identité visuelle, hein. Le branding, c'est également qui tu es, hein. Le branding, ça démarre par une question, une simple question. Comment es-tu perçu par ton audience ou comment veux-tu être perçu par ton audience? Je suis plus d'accord avec la question comment es-tu perçu par ton audience que plutôt comment veux-tu être perçu par ton audience parce que comment veux-tu en fait, tu dois pas être vu, tu ne dois pas vouloir être vu d'une telle manière par ton audience, il faut que tu restes authentique. Donc comment tu es perçu par ton audience, je pense que c'est important, c'est la première question que tu dois te poser. Donc ça, c'est le personal branding. Donc oui, j'ai un gros axe sur le branding parce que je suis justement web designer de formation. Euh, donc, je suis dans l'entrepreneuriat depuis plus de 10 années. J'ai pas fait que du Instagram depuis 10 ans, bien sûr. Ça fait 5 belles années, par contre, que je suis sur Instagram. Mais avant ça, avant même d'être web designer, j'étais commercial de terrain. Je travaillais sur les marchés de Rungis. J'étais l'intermédiaire entre le grossiste d'Espagne, donc c'était mes cousins. J'ai d'ailleurs été un peu exploité par eux, mais bon, c'est pas grave, j'étais jeune, je me lançais dans l'entrepreneuriat. Donc j'étais payé à la commission tout simplement, et en fait, je vendais les palettes de mes cousins Espagne qui avaient des terres de fruits et légumes dans la région de Murcia, je sais pas si tu connais, Ouais, magnifique région en Espagne. très bien. Et donc, je trouvais des clients sur le marché de Rungis, donc les semi-grossistes, voilà. Et donc ça a été ma première expérience en tant qu'entrepreneur, donc commerçant de terrain, et ça m'a apporté beaucoup à beaucoup de choses parce que commercial de terrain, pour moi, c'est la meilleure école du monde. Parce que la marge d'erreur est très faible. Lorsque tu as un client, par exemple, au téléphone que tu dois closer, c'est pas la même chose lorsque tu as un client que tu dois closer en physique parce que il y a le jugement sur ton aspect vestimentaire, la manière de te mouvoir, la manière de. Tu... Moi, je sais que j'ai un faciès qui est très expressif, donc les gens, lorsque j'ai un ressenti, ils le voient tout de suite sur mon visage. Donc voilà, donc ça, fallait le contrôler également, faut pas s'énerver. Enfin, donc je pense que c'est une super école commerciale de terrain. Et je suis très vite entré, je suis très vite, j'ai bifurqué rapidement sur le digital et j'ai commencé comme community manager, non, web designer à la base, hein, je Ouais. crée des sites internet et ensuite après j'ai bifurqué sur le community management, plutôt sur le marketing parce que par appât du gain tout simplement, je ne vais pas te le cacher. Quoique il y a des designers qui gagnent très bien leur vie, hein, des designers qui sont très très recommandés et très réputés et qui gagnent très bien leur vie. Et voilà, par appât du gain, je me suis tourné du côté du marketing et puis j'avais déjà fait ça à Rungis, tu sais. Bon, la Rungis, c'était pas du marketing que je faisais, c'était plus de la vente. Ouais. Mais en gros, ça reste un des piliers fondamentaux de tout écosystème business, marketing, vente et lead génération, et après système, équipe, etc. Et voilà, community manager à l'époque, c'était les pages Facebook qu'on gérait à l'époque. Voilà. Donc les Ok. premiers clients, j'ai trouvé sur des forums et j'ai beaucoup travaillé par recommandation. Et j'en parlerai juste après. Et ça a été très très important dans mon parcours, les recommandations, parce que j'ai toujours eu un suivi client excellent, j'allais dire extraordinaire, mais bon, on va plutôt dire excellent. J'ai toujours eu une relation client excellent et c'est ce qui m'a permis, je pense, de scaler aussi vite mon agence dont je vais parler tout de suite. Donc, community manager, et ensuite, après, sur les dires de mon gourou spirituel Gary V, Gary Vaynerchuk, qui commençait en 2015, je crois, il a fait un speech où il parlait d'Instagram. Et je me suis dit, bah tiens, on va peut-être essayer de se nicher, parce que je faisais du community management. C'était un peu. Bon, à l'époque, c'était surtout beaucoup les pages Facebook. Euh, voilà, bon. Et donc, sur les dires de Gary V, bah, je me lance sur Instagram et j'ai toujours eu cet esprit visionnaire également, un peu comme Gary Vee, j'ai toujours voulu avoir un temps d'avance sur mon marché. Voilà. C'est profond en moi, je veux toujours avoir un temps d'avance sur le marché, savoir qu'est-ce qui se passe à l'instant T pour le mettre en application si jamais c'est pas encore vu sur notre marché par exemple. Donc je veux toujours savoir ce qui se passe au niveau du marketing, de la vente, de la lead génération, etc. etc. Donc, Gary Vee commençait à parler d'Instagram pour les business, bien sûr, hein. Moi, je parle d'Instagram pas pour devenir influenceur ou pour poster des photos de son chat. Moi, c'est Yes. vraiment, j'utilise Instagram en mode professionnel. J'utilise Instagram comme vecteur d'acquisition pour son business. Yes. Canal d'acquisition, pardon, pour son business. Donc, vecteur de croissance. Donc, Gary Vee commence à dire, mais, les gars, les entrepreneurs, les entreprises commençaient à être visibles sur Instagram, commençaient à créer du contenu sur Instagram, et personne ne le croyait à l'époque. Je ne sais pas si tu le sais, Florian, mais à l'époque, tu sais, Instagram, c'était un réseau social que d'artistes, de photographes, de designers, Ouais, etc. Et exact. ensuite, ça a été racheté par Facebook en 2012, et c'est là où la tangente a commencé
En Exact. 2014, ça a été racheté par Facebook, excuse-moi. Et la tangente a commencé à être différente. Donc voilà, donc je me lance, je dis je fais all-in sur Instagram. Et donc là, je lance l'agence xfame.io que j'ai toujours actuellement. Et je fais all-in sur Instagram. Et au début, c'était compliqué. Et c'est qu'en 2017 où ça a commencé vraiment à exploser pour moi. J'ai commencé à avoir mes premiers gros clients. Et en fait, de 2015 à 2017, 2015 quand j'ai monté l'agence et 2017 où ça a explosé, bah, on faisait, au début on a fait un peu de prospection terrain, beaucoup sur les business locaux, donc les fleuristes surtout, notamment les coiffeurs. On Ok. allait les voir tout simplement et leur proposer nos services Instagram. Le digital n'était pas aussi, on n'avait pas autant d'outils qu'on a aujourd'hui, c'était pas aussi démocratisé non plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que la révolution du digital, c'est pas la révolution d'Internet. La révolution d'Internet, c'est depuis 2000, des années 2000. La révolution du digital, ça va bien plus loin. C'est l'intelligence artificielle, la blockchain, les crypto-monnaies, etc., etc. C'est vraiment extrêmement puissant. Donc ça, c'est que depuis 2016 que ça commence à Ouais. exploser Et véritablement. on est aux prémices encore, hein. On est aux prémices, carrément. On est aux prémices. Le digital, c'est encore, bah, c'est un bébé, hein, il est au stade de Ouais. bébé pour le moment. Donc, si je peux donner un petit tips pour les personnes qui nous écoutent et pour les motiver, si jamais vous avez une baisse de motivation, dites-vous toujours que vous êtes un précurseur. Vous n'êtes Ouais. qu'au début. Gary Vee, il a commencé à créer du contenu, il avait 35 ans, je crois. Il a commencé à créer du contenu, il avait 35 ans. Vous voyez les personnes qui ont des millions d'abonnés sur Instagram, qui ont des millions d'abonnés sur YouTube, mais vous ne mettez pas la pression. Vous pouvez, vous aussi, y arriver. Ça prend du temps. Vous ne l'aurez pas du jour au lendemain en claquant des doigts. Il faut être constant. La réussite sur les réseaux sociaux et le gain de visibilité, la croissance sur les réseaux sociaux, c'est très simple. La mécanique est la même pour tous les réseaux sociaux. C'est la constance avec du contenu de qualité. Et en plus de ça, vous apportez votre patte, votre propre patte, ce qui vous fait vous, votre positionnement qui est à vous également, donc qui est différenciant, votre vision, vos valeurs. Vous ajoutez ça en plus, qui sont des boosters. Mais pour moi, ça reste que des boosters. Pour moi, le principal, c'est être constant et partager du contenu de manière régulière. Si on se revoit dans 5 ans, Ça vous sera pas serez mal. suivi par. Ouais, vous pourrez être même l'idole de plusieurs personnes. On est au début, Ouais. on est des précurseurs. Yes. Donc voilà, l'agence 2017, ça commence à exploser. J'ai pu travailler avec Huawei, Porsche France, le slip français, Disney aussi, durant mon parcours, quelques influenceurs. Mais tous ces personnages, je ne les ai pas démarchés, ils sont venus à moi. Par exemple, pour Huawei, c'était une campagne publicitaire qu'on a mis en place sur 5 mois, quand ils ont attaqué le marché français vraiment comme il fallait. Et en fait, je suis passé par l'agence qui gérait Huawei, et ils sont passés par moi sur recommandation. En fait, de 2015 à 2017, on faisait que de la prospection terrain et de l'appel à froid, donc Cold cold calling. calling. Ouais. Exactement. Donc, on avait un fichier de prospection qui était long comme un bras, tu vois. Euh, et comme à l'époque, en 2015, c'était pas encore très trend, très tendance pour les business, Instagram, bah, j'avais beaucoup de refus. Sauf qu'en 2017, lorsque la tendance a commencé à vraiment exploser pour Instagram, bah, tout d'un coup, j'avais beaucoup d'anciens clients qui commençaient à me rappeler et bah, tout simplement qui voulaient avoir un devis et avoir un calcul de devis. Est-ce que pour qu'il repense à toi et qu'il se rappelle de toi, est-ce que tu as laissé, tu vois, une patte? Est-ce que tu as laissé quelque chose? Ou Oui, oui, alors, ah oui, complètement. C'est-à-dire que, bah, déjà, toujours être très sociable, ouais, voilà. Alors, une des plus grosses erreurs des entrepreneurs, c'est l'ego. ouais, L'ego, ça fait très très mal aux entrepreneurs. Mettez votre ego de côté quand vous êtes entrepreneur. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un refus de client, par exemple, si vous mettez votre ego de côté, vous dites au client, aucun problème, il n'y a pas de souci. Si jamais tu as la moindre question ou si jamais tu as besoin de plus d'éclaircissement ou si jamais tu veux que je réponde à non, vous laissez du temps au client, voilà, vous lui mettez pas la pression. Si jamais un client vous dit non, ne lui mettez pas la pression. Essayez pas de le recloser, de le recloser, de le recloser. Alors, il faut faire du follow-up avant que le client vous dise non. Si le client ne vous répond pas et qu'il ne vous a pas encore dit non, ou il dit bah, j'attends de voir, ou je ne sais pas encore, là, faites du follow-up agressif, limite. Nous, on a des séquences de 8 follow-up en général. On a un fichier de prospection avec 8 follow-up. Après 8 follow-up, on arrête. Mais si jamais le client vous dit un non catégorique, ne lui dites pas OK, ou ne lui dites pas ah, t'es sûr? Non. Dites-lui OK, il n'y a aucun problème. Si jamais tu as une question ou tu as le moindre doute, n'hésite pas à revenir me voir. Je serai à ta moindre disposition, etc. Et ça, on l'a toujours fait à chaque fois. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai laissé une empreinte assez forte. Enfin, j'ai eu ouais. un certain impact sur mon client lorsque j'ai délivré ce message-là, parce qu'ils sont peut-être pas forcément habitués à avoir ce genre de réponse.
Quoique les personnes qui ont des grosses agences savent comment ils font faire et le font comme ça, mais à cette époque-là, la prestation de service, c'était pas non plus si répandu que ça, tu vois. Donc je pense que j'avais vraiment une empreinte. Je laissais un pattern en gros, hein, Ouais. dans leur esprit. Et c'est pour ça que j'ai eu plein de clients qui m'ont rappelé après, beaucoup de clients qui me recommandaient également. Et pour être très sincère, on a fait vraiment énormément de prospection froide au début, mais après, c'était que de la recommandation. Et ceux qui nous écoutent, vous êtes obligés de faire la prospection froide au début. Alors maintenant, il y a la magie, hein, il y a une magie qui est en train de s'opérer. C'est l'omniprésence sur les réseaux sociaux ou avoir une présence importante et impactante sur les réseaux sociaux, ce que nous, avant, on n'avait pas. C'est-à-dire que, et c'est quoi? C'est tout simplement le personal branding. Donc, grâce à votre personal branding, vous pouvez capter des clients en automatique maintenant. Nous, à l'époque, on était obligés de faire de la prospection froide parce que c'est pas avec une page Facebook que vous pouviez montrer votre capacité que vous pouviez montrer votre autorité. Maintenant, il suffit de faire des beaux carousels sur Instagram ou des belles vidéos IGTV bien travaillées en montrant que vous avez une véritable expertise et le client peut venir à vous. Donc, la prospection, c'est de la prospection. C'est pas la prospection, c'est juste attirer le client et le closer Ouais. après lorsqu'il vous envoie un DM pour avoir plus de renseignements sur vos services. Donc ça, c'est magnifique. Et tout vient de votre personal branding et votre capacité à être vu sur les réseaux sociaux. Par contre, boostez ça, donc créez-vous une audience, marquez votre autorité en créant du contenu sur les réseaux sociaux, mais boostez ça avec toujours de la prospection froide, du moins si vous êtes sur la prestation de service, même si vous êtes sur le consulting coaching, hein, bien sûr, on fait de la prospection froide. Hein. Mais je pense que c'est très important de faire la prospection froide et également d'être organisé, de se faire une roadmap de prospection froide et une roadmap de follow-up. Donc le follow-up, c'est quoi? C'est un suivi client, donc ou suivi prospect plutôt. Un prospect qui ne vous a pas répondu, qui a vu vos messages mais qui ne vous a pas répondu, ou qui vous a dit bah, je vais réfléchir, ça c'est du follow-up, donc c'est un suivi. C'est très important. Donc Ouais. voilà un peu. Ouais. C'est quoi tes process de... Alors, je veux pas que tu me donnes, tu vois, tous les process. C'est quoi ton process de follow-up? Parce que généralement, tu vois, quand on te dit non, tu vois, les gens s'arrêtent ou ils disent vas-y, Non, c'est bon, c'est terminé. alors par contre, quand un client dit non catégorique, je ne fais pas Ouais. de follow-up. Ok. Non, non. Je fais du follow-up si le client a vu mon message. Euh, donc, l'email, vous pouvez savoir s'il a ouvert l'email ou pas. Ouais. Si jamais voilà, vous pluguez votre email sur ActiveCampaign ou même si jamais vous utilisez Gmail directement avec le plugin ActiveCampaign, vous pouvez voir s'il a ouvert l'email ou pas. Donc, déjà, ça, on le sait. Donc, le follow-up sera différent en fonction de s'il a ouvert l'email mais il n'a pas répondu, de s'il a il n'a pas ouvert l'email. S'il n'a pas ouvert l'email, en fait, on a deux séquences de follow-up. On a une séquence de follow-up de s'il n'y a pas d'ouverture d'email ou pas d'ouverture de DM, parce qu'on prospecte en DM également, Ouais. ou ceux qui prospectent sur LinkedIn, c'est également génial. Hein. Sauf que c'est un marché assez saturé, je trouve, parce que c'est vraiment LinkedIn qui a lancé le social selling, la prospection à froid comme ça, via les DM, via les MP. En plus, tu peux le faire en automatique sur LinkedIn, ce que tu ne peux pas faire sur Instagram, ça c'est magique. Euh, mais voilà, il y a un marché à prendre hein, en prospection DM sur Instagram parce que peu de personnes le font et surtout les personnes qui le font très très mal. Alors, lorsque tu prospectes, c'est premièrement mise en relation. C'est comme lorsque tu séduis une femme ou un homme, par exemple. Hein. D'abord, tu dis pas bah, est-ce que tu veux qu'on boit un verre ensemble en tête à tête. Non, tu la considères, tu veux en savoir plus sur elle, etc. Tu crées Ouais, une bien sûr. relation, tu l'invites à prendre un verre. Le marketing, c'est la même chose. La prospection, c'est la même chose. C'est de la séduction. Donc, on a un follow-up pour les personnes qui ont ouvert les emails et qui n'ont pas répondu. On a un follow-up pour les personnes qui n'ont pas ouvert les emails ou les DM et qui n'ont pas répondu. Voilà. En Ok. général, on a 8 follow-up. Et les follow-up, plus on avance dans le follow-up et plus c'est agressif. N'hésitez pas à faire du follow-up. 80% du CA se trouve dans le follow-up. Je peux vous l'assurer. Trop de personnes ne font pas de follow-up parce qu'ils ont peur d'être ou trop agressifs ou trop ouais, de Ouais, gêner, poussif, ouais. Ouais. poussif, de gêner. Mais n'oubliez pas que le client a peut-être besoin de vous. Mm, mm, mm. Je te donne un exemple très concret que je donne à mes élèves souvent qui veulent pas faire de follow-up. Pour moi, le follow-up, c'est plus qu'important. Je peux vous assurer que 80 de votre CA peut se trouver dans le follow-up. Imaginons que vous ayez une. Par contre, il faut être sûr de sa promesse, il faut être sûr de sa méthode, il faut être sûr que vous pouvez aider le client. D'accord? Si vous vendez Ouais. du vent, c'est compliqué à follow-up. Ouais. Et là, je comprends votre sentiment de gêne. Mais si vous êtes sûr de votre promesse, faites du follow-up. Je te donne un exemple très concret. Ça va être très trash. Mais imaginons que tu parles à quelqu'un qui est en phase terminale. Bon, c'est un peu trash, mais bon, au moins l'exemple est concret. Si jamais tu as une solution pour lui sauver la vie et le mec, enfin une pauvre personne qui est en phase terminale te dit, bah non, je crois pas trop en ton produit. Mais toi, tu sais que ton produit va véritablement lui sauver la vie. Est-ce que tu vas pas faire du follow-up? Est-ce que tu vas pas le relancer? Tu vas pas essayer de le convaincre de prendre ce produit-là parce que tu vas lui Ouais, sauver la vie. totalement, ouais. Tu sais Totalement. que tu vas lui sauver la vie. Mm. Donc, si toi, tu sais que ta promesse et ta méthode va résoudre le problème de ton client, parce que bon, la base d'un business model, c'est vendre une solution.
Donc, prescrire, c'est de la prescription. On est des médecins, tout simplement, hein. On fait un diagnostic. Lorsqu'on a le client au téléphone, par exemple, on cible son problème, on lui vend notre solution. Voilà, on fait que de la prescription. On est des médecins, les prestataires de services, coach, consultants, on est simplement des médecins. Si tu sais que ta méthode va vraiment lui apporter des résultats, ton process, oui, ton offre, ton produit, ton service lui apporte des résultats, fais du follow-up. N'aie pas peur de faire du follow-up. Voilà. Donc, ouais, voilà mon process. Ensuite, on met tout Ouais, ça sur un fichier Excel. J'ai une VA qui s'occupe du process. Voilà. ok. Euh, la dernière fois, tu avais fait une interview, je crois, avec tunnelevente.com, Yes, qui sont très forts d'ailleurs. Tu as affirmé yes. que le réseau Instagram, c'était le réseau le plus prolifique. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Ok. Pourquoi prolifique? Alors, il faut savoir déjà dans les réseaux sociaux que vous avez plusieurs types de canaux. Vous avez les canaux publics, les canaux semi-privés et les canaux privés. Ça, c'est moi qui le dis. Personne ne l'a jamais dit. J'innove. Vas-y. Je suis un chercheur, hein. J'aime bien Ouais. chercher, analyser, mettre en place des process, des systèmes. C'est mon kiff. Donc, mais moi, je le vois comme ça. Les canaux publics, c'est Instagram, YouTube, Pinterest, si vous voulez. Très bon pour les commerçants, hein, d'ailleurs, mais pour les consultants prestataires de services, peut-être moins, sauf si vous mettez en place une stratégie de growth à côté, pourquoi pas. Bref, Pinterest, LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok également. Donc ça, ce sont des canaux publics. C'est des canaux où une grosse audience pour avoir votre contenu. Une audience qui ne vous connaît pas, hein. Ensuite, vous avez les canaux semi-privés, qui est plus groupe Facebook, par exemple, un groupe Facebook, un canal Telegram, un, un Discord, par exemple, etc., etc. Pourquoi semi-privé? Parce que le groupe Facebook, tu peux être suggéré. Ton groupe Facebook peut Ouais. être suggéré. Donc, tu peux être référencé sur une audience qui ne te connaît pas. Donc, ça, c'est un canal public, mais ça reste semi-privé parce que le contexte est totalement différent. C'est plus privatisé, c'est plus privé, c'est plus intimiste. Donc, semi-privé. Ensuite, tu as les canaux privés. Donc là, c'est plus, par exemple, un chatbot Messenger. Donc là, voilà, ou une newsletter ou un canal WhatsApp. Donc là, c'est vraiment un canal privé. Donc, chaque canal a un contexte différent et chaque réseau social également dans chaque canal a un contexte différent. Par exemple, sur Instagram, c'est pas le même contexte que YouTube, c'est-à-dire le contexte, l'état d'esprit des personnes qui vont sur le réseau social. Déjà, YouTube, on est sur de la recherche et sur Instagram, on est sur de la découverte. Le contenu dure en moyenne 48 heures sur Instagram, sur YouTube, bah, c'est quasiment défini. Enfin, pas Ouais. indéfini, mais il y a des vidéos qui buzzent après 4 ans. Tu vois. Donc déjà, la mécanique est différente. Voilà. Donc, pourquoi Instagram c'est important? Parce que vous allez créer une relation de proximité avec votre audience sur Instagram que vous ne pourrez avoir sur aucun autre réseau social. Pourquoi? Parce que sur Instagram, on a un média qui est magnifique, qui est les stories, tout simplement. On a les stories, on a également les lives, et en plus, on a IGTV. Donc, en fait, Instagram, c'est un peu un pot pourri de tous les types de médias qui existent. Ouais. Live, story, donc du semi-instant, live, donc du 100% instant, et des vidéos, etc. Et moi, je pense que dans son audience, pour se créer une communauté véritablement, donc là, on en vient aux fondamentaux dont j'ai parlé au début, et ce qui est vraiment mon dada et ce que j'adore faire, créer des communautés, une audience de fidèles, il faut absolument qu'on accroche son audience sur plusieurs points émotionnels. Et pour accrocher son audience sur plusieurs points émotionnels, pardon, je pense qu'il faut être en capacité de créer, de partager plusieurs types de médias. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez écrire du texte, vous allez toucher peut-être une partie de votre audience. Lorsque vous allez faire une vidéo, vous allez toucher peut-être une autre partie de votre audience qui sera peut-être plus à même de regarder des vidéos. Après, je suis partant de travailler sur sa zone de génie. Donc, si vous Ouais. n'êtes pas à l'aise devant la caméra, ne vous forcez pas à faire des vidéos. D'accord? Par contre, si vous pouvez casser ce blocage, je peux vous assurer que ça sera extrêmement bénéfique pour votre business. 80% du trafic mondial en 2030, ce sera via la vidéo. Le texte, on oubliera. Euh, voilà, donc vidéo, c'est YouTube, tout ce qui est vidéo sur vous, Facebook, etc. Donc je pense que si jamais vous n'êtes pas à l'aise et ça se voit, vous bégayez à chaque mot sur en vidéo, forcément ça sera peut-être trop malaisant, vous aurez un taux de bounce rate, enfin un taux de rebond trop élevé, donc votre vidéo, vous n'allez pas cartonner. Mais je pense qu'essayez de travailler, casser ce blocage-là et faites des vidéos, je pense que ça pourrait être très très bénéfique pour votre business. Bref, donc je pense il faut accrocher notre audience sur plusieurs canaux émotionnels et lorsqu'on lit un texte, on n'a pas la même émotion que on regarde une vidéo par exemple. Et Instagram, c'est magnifique pour ça. Parce qu'on va partager des vidéos IGTV. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner à tous ceux qui nous écoutent, ne vous entêtez pas à faire seulement des infographies, à faire seulement des carousels. Non, faites des vidéos IGTV. Si vous regardez mon planning éditorial, c'est simple, c'est une vidéo IGTV.
un carousel, une infographie, une quote. Une quote, c'est une phrase Ouais. d'inspiration. Voilà. Parce que ça marche très bien sur Instagram. Et pareil, on accroche émotionnellement notre audience d'une différente manière que si jamais on partagerait de la valeur. Voilà. C'est très important de pas seulement partager de la valeur, mais être en capacité de délivrer du contenu inspirant également. Euh, voilà, donc IGTV, carousel, photo unique ou publication unique, image. Voilà. En plus de ça, vous ajoutez les stories et vous ajoutez les lives et vous avez un super combo pour maximiser la confiance avec votre audience. Et c'est la confiance qui découle de la vente et de la fidélisation, etc., etc. Donc en fait, c'est plutôt la fidélisation qui découle de la vente de la vente. Le marketing, c'est simple, hein, Florian, je pense que tu le sais mieux que moi, hein, c'est know, like, trust. Ouais. Donc, know, en anglais, c'est la personne vous rencontre, vous connaît, donc elle vous voit sur la toile. Donc, par exemple, via une publication que vous avez fait, vous êtes apparu sur un hashtag, par exemple, sur Instagram. La personne trouve votre publication, donc elle vous rencontre pour la première fois. Très bien. Elle va aller sur votre compte. Si votre contenu est inspirant, si jamais elle est plutôt intéressant pour elle, donc votre contenu est pertinent, elle va s'abonner. Et vous allez être constant, donc vous allez mettre en avant devant les yeux de cette nouvelle personne dans votre audience, vous allez mettre en avant régulièrement votre message. Vous allez ancrer votre message dans sa tête, donc apporter la valeur, l'inspirer, la divertir également, c'est important, hein. Là, vous Ça allez crée une divertir grosse plus. relation. Ouais. Voilà, donc vous créez une relation. Et ensuite, après, de cette relation découle le like, donc j'aime, donc elle va vous aimer. Et la confiance, ensuite, la confiance, c'est plus long à avoir. On peut accélérer cette confiance grâce, par exemple, au partage en story. Donc, amener votre audience dans votre intimité. Donc, vous accélérez cette confiance. Pourquoi? Parce que la personne se dit, ah, mais elle m'amène avec elle. Elle me montre les backstage, les coulisses de son business. Elle me montre les processus qu'elle met en place dans son business. Elle me parle de ses échecs. Elle me parle de ses réussites. Ça, c'est un énorme booster pour la confiance. Voilà. Et de la confiance découle l'action, donc l'action, la vente. En gros, c'est ça le marketing, c'est simple, hein. Ouais, Et, totalement. et Instagram, c'est le meilleur vecteur pour moi pour accélérer cette confiance. Ok. Euh, Après l'agence, on n'en a pas forcément parlé, mais tu as créé le groupe Instagram Suprématie. Oui, Tu as eu une explosion juste assez folle et tu t'es ouais, rapidement imposé comme, je pense, numéro un des groupes Instagram. ouais, je pense. Des groupes Instagram, oui, oui. Ouais, voilà. Là-dessus, tu as une communauté qui est hyper engagée, une communauté qui est hyper activée aussi. C'est quoi ton secret d'activation, d'engagement pour avoir une Yes. communauté aussi engagée en fait? Euh, sur les réseaux sociaux, vous devez travailler je sais pas comment on peut appeler ça, trois vecteurs principaux. Appelons-le vecteur. La création de contenu, numéro un. Deuxièmement, la croissance. Troisièmement, la considération. Les trois vont ensemble. La considération, c'est fidéliser son audience, concrètement. La considération de son audience découle sur la fidélisation. Vous pouvez essayer de fidéliser une audience si vous ne créez pas de contenu, ça ne sert à rien. Ouais. Vous pouvez essayer de faire croître, donc en termes d'abonnés, par exemple, ou en termes de personnes sur le groupe Facebook, ou d'abonnés sur mon groupe Facebook, faire croître votre groupe Facebook si vous ne créez pas de contenu et si vous ne considérez pas votre audience, ça va être compliqué. Ou plutôt, si vous ne créez pas de contenu, ça va être très compliqué. Donc les trois vont vraiment ensemble et sont corrélés. Donc ça, c'est important à dire. Et ce qui m'a fait vraiment exploser moi, et là où j'ai vraiment travaillé, c'est ça, je le fais, c'est inné chez moi, mais vous pouvez le travailler chez vous et vous pouvez le faire de manière stratégique, sauf que moi, je le fais assez naturellement, c'est la considération de son audience. Depuis le début, j'ai considéré mon audience. Quelqu'un laisse un commentaire, je laisse un like. Quelqu'un laisse un commentaire, je réponds. Alors maintenant, forcément, je mets en place une toile d'araignée, ce qu'on appelle une toile d'araignée. Donc, je maximise mon omniprésence sur tous les réseaux sociaux. Donc, je suis plus focus 100% maintenant sur le groupe Facebook. Et c'est exactement la même stratégie que vous devez suivre vous. Moi, en gros, mon personal branding, je travaille que depuis un an, hein. Sinon, je suis full consultant, prestataire de service, patron d'une agence. Moi, donc, ce que j'ai appliqué pour mes clients depuis ces années, je l'applique maintenant pour moi-même. Mais sinon, j'ai jamais fait vraiment ça. J'ai jamais eu travaillé mon personal branding et jamais créé de communauté. Pour moi, pour le nom Ouais. Pablo Guerrero. Donc, la strat, en fait, c'est vraiment vous focaliser sur un canal public. Alors, moi, j'ai fait le contraire. Je me suis focalisé sur un canal semi-privé parce que moi, j'avais pas vraiment d'envie de vendre ensuite des formations, de vendre des coachings. Pour moi, mon agence tournait déjà très bien, donc j'avais pas cette optique-là. Par contre, si vous, votre optique, c'est vendre, démarrez plutôt d'un canal public, YouTube ou Instagram ou LinkedIn. Tout dépend de votre niche également. Certains seront plus allés sur LinkedIn, d'autres sur Instagram, d'autres sur YouTube. YouTube, ça demande plus de demandes en logistique qu'Instagram. Instagram, c'est plus intuitif.
Et ça reste le réseau social pour moi où vous pouvez vous créer votre première audience rapidement parce que grâce au reach d'Instagram, tout simplement, malgré que le reach baisse, ça reste toujours un reach monstrueux. Et la mécanique, c'est vraiment sur YouTube, vous devez faire une recherche de keywords, vous ne pouvez pas partager ce que vous voulez si vous voulez faire des vues sur YouTube. Vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez si vous voulez faire des vues sur YouTube. Vous devez absolument vous placer, c'est comme le SEO, le référencement naturel. Vous devez vous placer sur des mots-clés et qui plus est des mots-clés longue traîne, donc Ouais. oui, des mots-clés longue traîne. YouTube, c'est l'algorithme de Google, hein, donc c'est Oui, normal. exactement, c'est la même chose. Donc t'es pas 100% libre dans ce que tu vas raconter. Ouais. Si demain je fais une vidéo sur YouTube où je dis bah voilà comment accrocher émotionnellement son audience, par exemple. Je peux t'assurer que je vais faire 10 vues. Tu vois. Parce que c'est quelque chose qui n'est jamais tapé sur YouTube. YouTube, on est sur un principe de recherche. Donc, si jamais vous ne faites pas de vues sur YouTube, c'est parce que tout simplement, vous ne rankez pas sur des hashtags. Et vous faites des vidéos qui vous plaisent, vous. C'est très bien, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais si jamais vous voulez grossir sur YouTube, la première phase pour grossir jusqu'à 10 000 abonnés, peut-être à peu près, c'est vraiment d'avoir ce seuil critique de 10 000 abonnés. Ensuite, après, vous pouvez partager des vidéos vlogs si vous avez envie. Donc, partager des trucs sur votre vie, par exemple. Mais au début, lorsque tu te lances sur YouTube, il y a plein de personnes qui se lancent et qui mettent des mois à avoir leurs 1000 premiers abonnés. Si vous voulez grossir très rapidement sur YouTube au début, il faut être à 100% OK avec l'algorithme et la mécanique de YouTube. Donc, c'est sur la recherche de keyboard. Donc, voilà. Sur Instagram, c'est différent. C'est sur la découverte. Donc, les gens scrollent leur feed. Et en fait, en fonction de si jamais votre publication de la veille ou cette publication-là a eu beaucoup de likes, la portée de cette publication-là que vous venez de poster va augmenter. Voilà. Donc, vous pouvez être plus libre de partager ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça que j'aime bien Instagram également. Voilà. Ok. Donc voilà pourquoi concrètement j'ai explosé rapidement parce que j'ai créé du bon contenu. Donc, voilà les 3 piliers sur les réseaux sociaux, créer du bon contenu, faire grossir, mettre en place des actions, donc une routine pour grossir son groupe Facebook, son compte Instagram, et ensuite après considérer son audience pour faire exploser le tout et accélérer cette confiance qui découle de la vente, quoi. Tout est mécanique en fait. Les réseaux sociaux, c'est Ouais. très très mécanique. Ok. On parle beaucoup d'explosion, on parle beaucoup, tu vois, de réussite. Si tu avais dans tout ça à choisir une épreuve ou un échec, alors que ça soit avec ton agence, mais que ça soit vraiment avec tu vois, ton personnage d'aujourd'hui, ça serait quoi? Et un échec, j'insiste, qui a le plus apporté, qui t'a le plus apporté. Ah, qui m'a le plus apporté? Ouais. C'est le dernier là. Alors moi j'aime bien parler d'échecs qui ont été où je sais que où j'ai foncé dans le mur. Je sais que j'allais foncer dans le mur et je l'ai fait quand même. J'en ai. Mais l'échec que je voulais te parler et qui m'a vraiment impacté et qui guide ma voie actuelle, c'est le dernier que j'ai eu là pendant le confinement. On avait un gros client. Ah oui d'ailleurs non, c'est une erreur que j'ai faite et c'est un tip que je peux donner à ton audience. Ouais. C'est qu'on on a un gros client à nous, une agence immobilière, une grosse start-up qui veut ubériser le monde de l'immobilier. Donc, ils avaient vraiment un très, très gros budget avec des holdings qui investissaient pour eux, etc. Enfin, c'était vraiment très, très gros. Donc, c'est un très gros client à nous. Pour faire la comparaison, même Huawei, on n'a pas eu des devis comme cette agence immobilière. Donc, je pense que c'est une future très, très grosse agence immobilière. En gros, ils veulent ubériser Le les monde agents de immobiliers. l'immobilier. Ok. Voilà, ça a déjà commencé à être fait. Donc en gros, c'est au lieu que ce soit sur commissionnement, la vente d'un bien soit sur commissionnement, eux ils facturent 2 000 euros. Voilà. Donc en gros, c'est pas sur commissionnement les ventes, mais c'est sur prix fixe. Euh, voilà, donc dans ce très gros client à nous, et le problème c'est que on s'est beaucoup focalisé que sur ce client-là, tu vois. Ça demandait beaucoup de travail, c'était un très très gros devis, donc ça faisait entrer beaucoup de CA dans notre boîte. Et c'est une erreur qu'on a fait également. Il vaut mieux refuser des gros devis et avoir plusieurs clients sur des petits devis plutôt qu'avoir des gros clients sur de gros devis sur très long terme. Par exemple, lorsque j'ai travaillé pour Porsche, Huawei également, c'était des campagnes sur 5 mois. Donc je savais qu'au bout de 5 mois, ça allait se terminer. Voilà, ce client, c'est un client long terme et on s'est assis sur cette optique de long terme avec eux. Et c'était une erreur. Alors par contre, moi, j'ai toujours voulu travailler en petite équipe. Mon agence, j'aurais pu la grossir bien plus, je le sais. J'aurais pu beaucoup plus recruter, mais j'ai un enfant de 7 ans, je l'ai eu très jeune, j'ai envie de beaucoup profiter de lui. Et j'ai toujours fait ce choix de travailler en petit comité, en petite équipe et de garder cette liberté. On n'a jamais eu vouloir avoir des énormes bureaux, ça n'a jamais été mon focus et je m'en fous complètement en fait. Ouais. Pour être très transparent avec toi, tu vois. Je préfère garder cette liberté, travailler en petite équipe avec des potes à moi, des personnes que je connais très bien et qui travaillent comme moi, je veux qu'ils travaillent, et garder cette liberté.
Donc voilà, donc on a fait ce choix-là de travailler toujours en petit comité, et c'est vrai qu'on s'est assis sur ce gros client et on l'a perdu là, à cause du Covid, parce que tout ce qui est immobilier, ils ont divisé leur budget quand même pas par deux, pas par trois, mais par 10, tu vois, Ouais. parce que c'était la moindre de leurs préoccupations avec le Covid, ils ont tous flippé, tu vois. Et donc lui, ça a été pareil, et c'est pas qu'ils ont flippé, c'est que c'est un secteur qui a été très touché, hein, l'immobilier, par le Covid. Donc voilà, donc on a perdu ce client-là. On a fait une rupture conventionnelle de devis, donc ça s'est très bien passé, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais on a perdu ce client-là. Et je me suis dit, et pour être très sincère avec toi, la prestation de service a commencé à devenir très chronophage. Et il y a un moment, lorsque tu as une agence, c'est où tu scales, où tu passes à un step supérieur, un next step, où tu fais le même choix que moi, où tu restes, tu continues à travailler en petit comité. Alors attention, c'est pas les agences qui ont les grosses boîtes adorent les agences en petit comité. Ne croyez pas, c'est un tip que je donne également en or, et ça va contre tout ce que les gourous peuvent vous dire, et c'est complètement du bullshit. Toutes les grosses boîtes, Coca-Cola, Oasis, qui vous voulez, j'ai dans mes potes j'ai plein de connaissances dans mes potes qui ont des petites agences, qui sont des mecs hyper talentueux, et sautent de grosses boîtes en grosses boîtes, de projet en projet, sur gros devis en gros devis. Mais ils se travaillent à 3-4, mais ils ont un talent incroyable. Ne croyez pas que c'est parce que vous allez avoir une très grosse agence que vous allez attirer les très gros. Au contraire, les très gros et les gros pôles marketing de ces grosses boîtes-là, des multinationales, savent très bien qu'il y a des petites agences, mais ils cherchent les top players. Bah, t'en parlais tout à l'heure, Ouais. les top players, les A players, on les appelle, les A players. Et il y a énormément de petites agences qui veulent travailler en petit comité, mais qui ont une patte, qui ont quelque chose, qui ont un positionnement différent et qui sont très très bons. Et en général, ils délivrent un meilleur boulot que les très grosses agences. Et ça, c'est plus que vu et plus qu'acté. Donc, ne croyez pas que c'est parce que vous allez créer une très grosse agence avec une équipe de 15 personnes. Ah tiens, j'ai 15 personnes, j'ai un bureau qui fait 200 mètres sur les Champs-Élysées, que vous allez vendre bien plus ou bien plus cher que le voisin. Ça, c'est du bullshit. Alors bien sûr, ça sera votre capacité à capter plus de clients. Ça oui, vous serez en capacité de capter plus de clients. J'aurais pu scaler à ce niveau-là, mais j'ai toujours voulu garder cette certaine liberté et travailler plutôt avec des personnes qui sont proches de moi en petit comité que scaler sur une très très grosse agence, et j'ai pas envie. Voilà, Ouais. tout simplement. Et en plus de la liberté, ce que j'entends, c'est que tu as une valeur aussi, c'est la famille. Donc, que ce soit ton Ah oui, fils, oui, mais que exactement. ça soit tu vois, tes potes ou même le groupe, Exactement. clairement famille. Ouais. Et exactement, beaucoup de valeur par rapport à ça. Beaucoup de personnes de mon équipe, je les ai formées moi et je les ai amenées avec moi. Et j'ai envie de continuer à travailler avec eux, tu vois. Et que ce soit au niveau de mon audience, au niveau de mon équipe, ou au niveau de personnes qui me connaissent pas non plus, hein, Ouais. donc c'est une audience qui ne me connaît pas, je maximise toujours cette considération. Le meilleur vecteur, le meilleur levier, c'est la considération. Le meilleur booster, c'est la considération. Bien sûr, ça fait partie des 3 piliers dont on a parlé, hein. C'est la création, la croissance du compte. C'est très important de mettre en place une routine pour grossir le compte. Également la considération. Et la considération augmente également la croissance du compte. Voilà. Parce que vous allez être référencé, parce que les gens vont parler de vous, etc. etc. Donc voilà les 3 piliers lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, vos 3 focus. Et oui, voilà, considération, pour moi, c'est le plus beau des boosters. En 2020, si jamais quelqu'un laisse un commentaire sur votre publication Instagram, c'est interdit que vous ne lui répondiez pas, quoi. Si Ouais. vous ne lui répondez pas, vous laissez, Un votre like, personal une branding sur la réflexion. table et vous le regardez de loin, quoi. En gros, c'est ça. Ouais. C'est Ouais. pas top. Et tu t'insistes sur vraiment lui répondre ou des fois juste mettre un like? Excuse-moi, tu reposes la question, Florian, s'il te plaît, j'ai pas entendu. Quand tu dis quand une personne en fait commente, Oui. c'est inimaginable de pas Ah oui, répondre ou oui. quoi. Mais Tu donc, likes et tu commentes. tu likes et tu commentes. Exactement. Alors sur Instagram, il y a une mécanique au niveau du like. Ne laissez pas un like tout de suite sur le commentaire. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez. Enfin, euh, c'est-à-dire que lorsque tu likes une publication, un commentaire, pardon, excuse-moi, sur Instagram, la personne reçoit une notification comme quoi tu as liké son commentaire. Et donc, il y a une mécanique par rapport à ça. C'est un petit trick qui est d'ailleurs dans ma Supremacy Checklist. J'adore les petits tricks et je pense que c'est les détails qui font que c'est un ajout de plein de petits détails qui fait qu'à la fin, tu construis une machine bien huilée. Je suis assez perfectionniste. Après, ça peut être un gros défaut également d'être perfectionniste. Euh, et je pense qu'il ne faut pas être perfectionniste d'ailleurs. Euh, Tu prêches un mais convaincu. mais j'y travaille, j'y travaille. Euh, donc voilà, lorsqu'une personne like un commentaire, elle reçoit une notification. Donc la mécanique, c'est les personnes commentent votre publication, vous répondez à ce commentaire-là, vous considérez la personne, merci, avec plaisir, etc. Enfin, tu le vois sur mon Facebook, je fais tout le temps ça et c'est très Oui. très important. Tu considères la personne et mais tu likes pas le commentaire.
Et lorsque tu repostes demain ta nouvelle publication, pas demain forcément, ou 3 jours après, hein, ne vous mettez pas la pression, ne vous dites pas faut poster une fois tous les jours, ça c'est également encore du bullshit. Faut pas poster une fois tous les jours sur Instagram pour grossir, il faut avoir une routine, il faut habituer l'algorithme à une certaine routine, être constant. Être constant, c'est pas poster une fois tous les jours, ça c'est faux. Être constant, c'est être en capacité de peut-être poster une fois tous les 3 jours et garder cette régularité. Ça c'est la constance. Donc, le lendemain ou 3 jours après, vous postez votre troisième publication. Et là, vous allez sur l'ancienne publication, la publication voilà, il y a 2 jours auparavant, et vous likez tous les commentaires. Et toutes les personnes auxquelles vous likez les commentaires vont recevoir une notification. Et tiens, vous allez apparaître sur leur feed de Ah oui. notification, et ça va tilter. Ah bah tiens, je vais aller voir son profil. Qui sais-je? Peut-être. Peut-être qu'elle ne va pas aller voir votre profil, peut-être qu'elle n'aura pas eu votre notification. C'est un détail, mais qui sur le long terme peut faire la différence. Elle va aller sur votre profil, elle va voir votre dernière publication, elle va peut-être laisser un like, ça peut booster le nombre de likes, qui dit plus de likes, qui dit plus de portée pour vos publications, etc., etc. La mécanique est très simple, hein, que ce soit YouTube, Instagram, c'est plus de likes, plus de commentaires, plus de portée. Ouais. Ok. Vraiment top cette réponse. Vraiment, je suis content que tu aies donné cette réponse-là. Si tu avais une spécialité unique, une singularité à te donner, alors je sais que tu es sur plein de fronts, tu as 40 millions de connaissances. Si tu Pas mal, ouais. avais une seule singularité, ça serait quoi? Enfin, une singularité. Une unicité, Une une unicité. différenciation. Euh, Je pense que pour avoir un impact sur le marché, il faut être disruptif. La disruption, c'est amener une compétence, faire fusionner deux compétences qui n'ont rien à voir ensemble, comme fait Elon Musk par exemple. Elon Musk, c'est un Ouais. ingénieur qui fait du marketing. Voilà, c'est un génie. C'est pour ça qu'on se rappelle de lui. Et c'est ce que j'ai fait. Mon unicité, je pense que ça pourrait être le branding et le design. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui a accéléré ma présence sur les réseaux sociaux. Et alors, si jamais vous avez un très beau design, une très belle identité visuelle, pardon, bien travaillé, très professionnel, mais à côté, vous partagez du contenu qui n'a ni queue ni tête, qui tourne autour du pot et qui n'apprend rien de concret, qui n'est pas intéressant et encore plus, qui n'est pas inspirant, qui est trop linéaire, pas sexy en gros, que vous ayez ou pas une disruption, que vous ayez un positionnement qui est propre à vous, une unicité, vous n'allez pas faire mouche. La disruption, c'est vraiment apporter deux véritables compétences que vous avez, donc peut-être le copywriting ou le marketing ou la manière de communiquer, peut-être que j'ai moi, tu vois, là, une capacité à Ouais. bien communiquer, à passer bien devant la caméra, par exemple, à être voilà, bien communiqué. Et cette identité visuelle que je peux apporter également, qui est assez impactante, ça c'est la disruption, et c'est là où c'est à ce moment-là que les gens se rappellent de vous. La disruption, ça peut être plein de choses différentes, hein. Vous reprenez l'exemple d'Elon Musk, hein, le mec, c'est un ingénieur, hein, c'est un geek, hein, complètement, qui fait du marketing. Et ça, les gens, qui est un as du marketing d'ailleurs, hein, et ça, les gens l'adorent et le voient. Si vous voyez monter sur scène Elon Musk, c'est pour ça qu'il Ouais. accroche les gens. Vous Ah le voyez, oui. il bégaye un peu, il est pas à l'aise. Et parce qu'on le sait ça, mais il le fait quand même, tu vois, et il disrupte. Et c'est pour ça qu'on se rappelle de lui, qu'on l'aime, on l'aime bien. Enfin, moi, je l'aime bien en tout cas. Elon Musk, il disrupte, voilà, il disrupte, c'est ça la disruption, et c'est comme ça que vous accrochez, vous marquez l'esprit des personnes, des gens, et la disruption, ça peut être votre personnalité également, hein. Vous avez une personnalité unique, qui vous êtes propre à vous, ça peut être de la disruption également. Moi, je sais que j'ai une certaine personnalité également, ça fera plaisir à certains, ma manière de parler, ça fera plaisir à certains, ma manière de parler fera peut-être pas plaisir à certains, mais en soi, je m'en fous, tu vois. C'est mon unicité, c'est comme ça que j'accroche les gens. Et au Ouais. moins, les gens que j'accroche, qui sont proches de moi et qui aimeront comment je communique, comment je parle, ces gens-là, moi, je les accrocherai très fortement. J'aurai une forte attache avec eux. Si jamais je fais plaisir à tout le monde, j'aurai une petite attache avec tout le monde, quoi. Je préfère avoir une forte attache avec un peu de personnes une petite attache avec plein de monde et faire trop mainstream, quoi. Ouais. Voilà, en gros, c'est un peu Donc, ça. donc la disruption, quoi, clairement. Ouais, disruption, carrément. La disruption, c'est. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce mot-là, d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Il est Euh, magnifique, ce mot, je trouve. Moi j'adore. Moi j'adore ce mot-là. Pour moi, c'est ouais, si vous voulez avoir une présence impactante sur les réseaux sociaux, même de partout, enfin c'est pas que les réseaux sociaux, la disruption, quoi. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut donner comme un autre exemple? Bah, par exemple, lorsque vous allez moi ce que j'adore en copywriting, c'est les gens qui parlent comme ils te parleraient quand ils t'ont en face à face. Pour moi, un copywriter, c'est pas une personne qui écrit comme Baudelaire. Pour moi, c'est pas un Totalement, copywriter, ouais, ça. totalement. Ouais. Toi, t'es copywriter en plus, tu sais mieux que Ouais. moi, tu vois. Ah oui, bah, Euh, moi j'écris comme je parle. Voilà, Donc, exactement, tu vois. Il faut que les gens lisent entre les lignes, il faut qu'il y ait une vraie attache émotionnelle. Quand tu parles, tu leur parles comme tu leur parlerais dans la vraie vie. Tu mets des trois petits points, des points de suspension, tu mets des pauses, des triggers, enfin voilà. Et ça, en soi, le copywriting, c'est un peu la disruption, hein.
c'est l'art de bien écrire, mais en apportant ta propre patte, ta Ouais. personnalité, voilà. Donc c'est un peu la disruption entre guillemets aussi, voilà. Et moi, ce que j'adore, c'est quand je vais sur les articles de blog et je vois que c'est écrit comme si la personne me parlait, tu vois, par exemple. Moi, j'adore, ça m'attire, ça m'impacte, tu vois, Ok. plutôt que ce soit trop linéaire, etc. Alors que comme tu disais, il y a des gens que ça énerve, ça, quoi, littéralement, hein. Ouais, ça énerve, mais c'est pas Mais grave. c'est le jeu, ouais. Cool. Exactement. Une question vraiment difficile. Je te conditionne dès le début, tu vois, pour que tu galères. Oh, oh, je quitte le Euh, podcast. Est-ce qu'il y a une chose que tu sais absolument que tu dois faire, Ouais, qui t'apporterait, tu vois, des choses dans ton business aujourd'hui ou dans tout ce que tu fais, mais que tu prends pas le temps de faire? ouais, carrément. Euh, Alors, juste en t'écoutant poser la question, je me suis rappelé que j'avais pas assez approfondi l'échec dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait. Ok, Excuse-moi, ben, Florian. vas-y, Mais pas de souci. mon esprit est un peu comme ça. Je pense que tu me connais si tu suis mes Ouais, lives. ouais, t'inquiète. Je saute, voilà, je parle beaucoup. En fait, l'échec, donc j'ai perdu ce gros client. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur, mais au moins c'est naturel, c'est Bah, authentique. t'inquiète, c'est bon. Lorsque j'ai perdu ce gros client, donc c'est un de mes échecs, et c'est une erreur qu'on a fait également, c'est qu'on s'est beaucoup focalisé sur ce client-là qui nous prenait beaucoup de travail, donc c'était un gros devis, mais lorsque bah, voilà, on a perdu ce client-là, forcément ça faisait un gros trou. Euh, Bah, je te cache pas que bah, c'était très chronophage pour moi également la prestation de service, et je te cache pas que ça m'a beaucoup remis en question également ma voix. Est-ce que je voulais continuer à faire la prestation de service? Et là, c'est la remise en question que j'ai en ce moment. J'en ai fait un carousel également sur mon Ouais, compte je l'ai Instagram. vu, ouais. Ouais. Et ça part de là en fait. Et donc, j'ai vraiment envie d'impacter de plus en plus, c'est pour ça que je fais ce podcast avec toi, hein, d'impacter de plus en plus d'entrepreneurs, de solopreneurs, de freelance, d'entrepreneurs qui ont commencé comme nous, tu vois, qui ont commencé avec des fonds propres, qui ont dû trimer, qui ont dû chercher leurs premiers clients, qui ont dû voilà, garder leur focus, garder leur mindset, garder leur concentration, avoir une hygiène de vie, enfin, tout ce par quoi tu passes, par quoi je passe. Si on veut être un entrepreneur à succès, on est obligé d'être carré, de se créer des systèmes et de se créer une routine, une hygiène de vie. Vous êtes obligé de passer par là. C'est mécanique. Ouais. Euh, Si vous voulez avoir du succès, du moins, hein, voilà. Et donc j'ai envie d'impacter de plus en plus d'entrepreneurs comme toi, comme les personnes qui nous écoutent, voilà. Et donc je vais maximiser, je pense, l'infoprenariat, le coaching et le consulting. Et c'est vraiment ce que je vais maximiser. Et on verra ce qu'on fera avec l'agence si on la revend. On est en train d'y réfléchir. Donc voilà un peu. Voilà, je voulais juste terminer. Ouais, bah, avec C'est juste- plaisir. Du coup, réponds à la question. Voilà, la question, c'était Mais est-ce que c'était je mets un, super. yes. Est-ce que je mets en place, est-ce qu'il y a des actions que je sais que je devrais mettre en place, mais que je ne mets pas en place? En gros, c'est Ouais, ça? en Ok. gros, c'est ça. Ouais. Euh, ouais. Là, ça sera plus relatif à mon business d'infoprenariat, donc la vente de formation. Euh, je sais que je dois mettre en place un système evergreen. Donc, un système evergreen, c'est un système automatisé. Ouais. Donc, en gros, gagner de l'argent en dormant, simplement. Si on peut caricaturer. En gros, c'est ça. Là, pour le moment, ma formation, je la vends que par lancement. Et parce que j'ai fait le choix également de travailler en petit comité. Mais il faut que j'arrête de tout le temps vouloir travailler en petit comité. Je l'ai fait au niveau de mon agence. Et je pense que là, vraiment, si jamais je veux étendre mon impact, il faut que j'ouvre les portes de ma formation tout le temps. Tu vois. Là, les portes de la formation, elles sont fermées parce que j'ai toujours voulu avoir un suivi proche, que ce soit avec mes clients, mes élèves. J'ai tout le temps voulu faire ça. Je pense que c'est très bien. Vous devez faire ça, du moins lorsque vous vous lancez. C'est comme ça que vous allez être recommandé. Ça, c'est le meilleur tips que je peux vous donner. La relation avec vos clients et vos élèves, c'est la même chose. Ce qui va permettre d'avoir une meilleure rétention, de lorsque vous voulez vendre des upsells, bah, vous allez vendre plus facilement parce que vous avez une bonne relation avec vos élèves, avec vos clients, et ça va vous permettre également d'être for all, donc d'être référencé. Euh, donc ouais, donc je pense ouvrir les portes de ma formation et je sais que c'est quelque chose que je dois faire et ouais, je dois passer par là, je pense. Mettre en place un système Evergreen automatisé pour vendre cette formation de manière constante et régulière et voilà, et on est en train de le mettre en place. Ouais. Après, dans la roadmap, t'es pas mal parce que au final, là, tu as été tellement proche que tu as des retours de malade. Et Ça exactement. ça va vraiment, tu vois, être utile pour la suite, quoi. Et exactement, voilà. Donc c'est très important que tu soulignes ce point-là, Florian, et tu as tout à fait raison. Ne brûlez pas les étapes. N'essayez pas d'être sur tous les canaux, sur tous les réseaux sociaux lorsque vous vous lancez. N'essayez pas d'être sur Instagram, YouTube, le groupe Facebook, LinkedIn, etc., etc., parce que vous allez vous perdre et vous n'allez pas délivrer du bon contenu. Yes.
Vous n'allez pas délivrer du bon contenu, vous n'allez pas considérer votre audience comme vous devez la considérer et vous n'allez pas croître, rappelez-vous des 3 piliers, et vous n'allez pas croître comme il faut, vous n'allez pas mettre en place de routine parce qu'une routine à dupliquer, du moins si jamais vous n'avez pas d'équipe, vous ne pouvez pas déléguer de process. Ensuite, lorsque vous avez peut-être du cash flow qui rentre dans votre boîte, vous êtes en capacité de déléguer ce process-là, créer des systèmes, des process que vous déléguez à 100%, et là vous pouvez étendre votre omniprésence et créer ce qu'on appelle une toile d'araignée, donc être présent sur omnicanal, avoir une présence omnicanale. Maintenant, vous pouvez le faire également avec du recyclage de contenu. Vous pouvez partir d'une vidéo YouTube et poster des petits contenus, la couper en petits morceaux et poster des vidéos IGTV, par exemple, sur Instagram. Donc, c'est à votre portée également. C'est intéressant de le faire, mais maximisez d'abord votre création de votre première audience sur 2 canaux publics, premièrement. Et gardez votre focus sur au moins un canal public, c'est important. C'est ce que j'ai fait moi, mais moi, je l'ai fait avec le groupe privé, je l'ai fait à l'inverse. Et c'est ce qui m'a permis de me lancer. Et maintenant, après, je déploie ma toile d'araignée. Voilà. Et pourquoi je te disais ça déjà? Il y avait une question. C'était. Attends, je réfléchis. Ouais, c'était pour le fil conducteur. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu as été en comité restreint, formation fermée. Voilà, exactement. Et ensuite, ça va t'aider pour la suite. Ouais. Exactement. Pas brûler Donc, les étapes. exactement. Donc, créez-vous une audience sur un canal, et ensuite sur un réseau social, appelez-le comme vous voulez. Et ensuite, après, vous étendez votre omniprésence sur plusieurs canaux. Et la mécanique est toujours la même, hein, même pour votre business. Partez petit et ensuite grossissez votre business. Donc, la deuxième étape, premièrement, c'est atteindre, moi je pense que c'est atteindre les 5 000 euros par mois, premièrement, avec votre business. C'est déjà un bon premier palier. Et ensuite, à partir de ce moment-là, vous pouvez vous focus sur créer des process, donc des systèmes. Et des systèmes, c'est une multitude de process réunis. Donc, moi, j'ai mon système de création de contenu. Donc, la création de contenu, j'ai plusieurs process en fonction de quel canal. Donc, que ce soit YouTube, Instagram. Donc, j'ai un process de création de contenu sur Instagram. Donc, dans le process de création, il y a également le process de recherche d'idées, etc., etc. Donc, un système, c'est une accumulation de plein de petits process. Vous avez aussi votre système de conversion, votre système voilà, de ce que vous voulez, etc. Donc ça, vous devez créer ces systèmes-là. Ouais, je pense à partir de 5 000 euros par mois, vous êtes en capacité de le faire et recruter votre première, deux premières personnes et de déléguer ces process-là. Et c'est comme ça que vous grossissez. N'essayez pas de griller les étapes et de… En fait, actuellement, avec le digital, il y a plus de demandes que d'offres, hein, je vous le dis. Hein. Vous voyez la conférence. Ça, c'est également un blocage, une croyance limitante énorme que tout le monde a en ce moment. On est des précurseurs. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, malgré… tous les jours, vous êtes bombardé de contenu de concurrents à vous. Tous les jours, vous voyez que y a X copywriter, il y a X expert Instagram, il y a X, etc. etc. Oui, mais très bien. Mais il y a plus de demandes que d'offres pour le moment, encore actuellement. Il y a plus de boîtes qui ne savent pas comment utiliser le digital plutôt que de personnes qui savent utiliser le digital et qui proposent leurs services. Ça, c'est très, très important à savoir. Et il y a également énormément de grosses boîtes qui sont full brick and mortar, donc pignon sur rue, et qui savent qu'ils ont besoin de cette présence sur le digital. Mais tout le monde ne passe pas à l'action forcément en 2020. Ils passeront peut-être à l'action en 2021 parce qu'il y aura un trigger dans leur vie ou un pote à eux qui va leur dire: mais mec, t'es pas encore sur le digital, mais comment tu fais, comment t'as pas encore présent sur les réseaux sociaux? Et là, il va se lancer. Ouais. Mais la demande va être exponentielle durant, ouais, je pense, encore 5 ans. Ouais. Et après, cette croyance-là, tu vois, il y a plus d'offres que de demandes. Attends, non, je l'ai fait à l'envers là. Il y a plus d'offres que de demandes, ouais. Voilà. Ça, c'est une croyance limitante. Voilà, cette croyance-là, elle est parce que on baigne en fait dans ce mood-là, tu vois. Donc, en baignant dans tout ça, en fait, on voit pas l'extérieur. Exactement. Exactement. C'est parce qu'on voit que nos concurrents, en fait. Donc, on se dit, il y a 10 concurrents, mais 10 concurrents, c'est rien. Enfin, et puis, si jamais vous attaquez pas je sais pas, il y a toujours. Marquez votre positionnement également. En expert Instagram, très bien. Mais je sais que si demain, il y a un concurrent à moi qui est expert Instagram pour les dentistes, le dentiste ira voir, malgré que je sois reconnu comme l'expert Instagram, Ouais. Il ira voir mon collègue parce que lui, il est niché sur les dentistes et son discours le touchera bien plus aux dentistes. Ouais. Donc, oui, concurrent, oui, mais ça veut tout et rien dire en fait. Hein. Si jamais vous êtes positionné sous-niché, vous n'avez pas vraiment de concurrence. Vous avez un concurrent sur la sous-niche et là, vous réduisez le taux de concurrence, quoi. Ouais, totalement. Et là, on repart du coup sur un autre fondamental du marketing qui est la connaissance client, l'audience, etc. Complètement. Ouais. On va terminer ce podcast par quelques dernières questions. Yes. On va prendre un format un petit peu différent, pardon. Tu as déjà fait l'exercice, je le sais. Moi, j'aime bien faire l'exercice aussi. C'est des questions qui sont assez courtes. Mais j'adore cet exercice. Pour créer ce momentum-là, que tu répondes assez rapidement. J'adore. En un mot ou une phrase grand max, tu as le droit de prendre une phrase. Allez. Okay. Ça doit être vraiment du tac au tac. J'ai combien de secondes pour répondre? Alors, je te cadre pas, tu vois, en secondes, mais le plus vite possible. Ok? Bien sûr, ça va. Okay. On va faire un tour de chauffe rouge ou jaune? Rouge.
Ok. À quoi tu penses dès le matin quand tu te lèves à part prendre ton café? Qu'est-ce que je vais faire dans la journée? Ok. Si tu devais définir en un seul mot ton parcours depuis le début, ça serait quoi? Euh, Ah, une seconde, c'est dur là, hein, quelques secondes. Définir mon parcours depuis le début, remise en question permanente. Ok. Et c'est ce qui va vous permettre de grossir d'ailleurs. Ouais. Est-ce que tu as une citation qui résonne en toi? Si vous n'avez, bon non, je vais pas dire cette citation. Une que je préfère, que je répète très souvent, c'est le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, tout de suite maintenant. Pour moi, ça résume tout. C'est une citation qui est très forte pour moi. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as une règle de vie que tu appliques au quotidien et dans ton business aussi? Méditer au moins 30 minutes tous les jours. Et ça, c'est une règle de vie personnelle. Dans mon business, être très organisé. Je pense que si Ok. jamais vous voulez passer à un stade supérieur, vous devez être très très organisé, quoi. Ouais, ça se voit et ça se ressent. Quel est le truc que tu veux qu'on retienne de toi? Euh, hmm, Énorme question, très bonne question. Comme le mec qui portait des casquettes et qui avait une grosse barbe. Voilà. Et Pas c'est vrai mal, en plus. ça marche. Euh, Est-ce qu'il y a une personne qui a eu le plus gros impact dans ton business et dans tout ce que tu as fait jusqu'à présent et que tu veux remercier aujourd'hui? Ma sœur. Ok, Ouais, c'est mon inspiration, ma sœur qui est à la tête de deux grosses startups. Enfin, une des startups, c'est une association. Et elle a commencé avant moi le business. Et elle a un mindset d'enfer, une femme entrepreneur qui a du pouvoir. Elle était huitième femme la plus influente de France en ok. 2018. Donc, aux côtés de plusieurs influenceuses, de Taubira, de Chapia, de Chiappa. Non, Chiappa, Ouais, Chapa. je crois. Euh, Chiappa. Chiapa ou Chapa, ouais. Chiappa. C'est bon. Donc ouais, non, c'est une inspiration, ma sœur, vraiment. Ouais. Ok. Quelle est ta plus belle rencontre dans le monde de l'entrepreneuriat? Ou une de tes Euh, plus belles rencontres? Une de mes plus... Bah, dernièrement, j'ai rencontré une belle personne qui est Pierre-Elliott Lallemand. Ouais. Donc, c'était un client à la base, c'est devenu un très bon pote à moi. On a une très bonne cohésion, on s'entend très très bien et il est complètement axé sur ma nouvelle vision également, qui est avoir un impact plus sur les petits entrepreneurs peut-être. Pas forcément les petits entrepreneurs, hein, mais ouais, les entrepreneurs enfin toute typologie d'entrepreneurs, pas forcément que les entreprises qui sont déjà structurées, qui ont déjà, ce que j'ai souvent fait avec ma prestation, mon agence et la prestation de service. Et donc maintenant, j'ai envie d'avoir cet impact même pour les petits business, hein, les petits entrepreneurs qui se lancent. Et Dieu seul sait s'il y en a qui se lancent. Et on dit même qu'à horizon 2030, il y aurait 70% d'entrepreneurs Ouais, et 30% de salariés, ce qui est exact. totalement incroyable, notamment grâce ou à cause, je ne sais pas. Hein, pour moi, c'est plus grâce à la robotique et Ouais. le développement de l'intelligence artificielle. Il y a plein de métiers qui vont disparaître et des nouveaux métiers qui vont se créer. Donc ouais, je dirais cette personne-là. Ouais. Ok. Et on a une super cohésion, super entente. Donc c'est cool. Yes, en plus il est cool. Ouais. J'y ai Ouais, parlé très succinctement lors d'un événement, mais ouais. yes, carrément. Carrément. Qui est-ce que tu voudrais voir dans la prochaine émission du podcast dans la tête d'un top player? Pierre-Elliott Lallemand. Forcément. Ok. Et Faudra que je tu pense qu'il a communiques beaucoup de là-dessus. choses à partager véritablement. Non, mais c'est vrai. Hein. Yes. En fait, c'est un entrepreneur ouais, qui sait se remettre en question. Et pour moi, c'est un des fondamentaux pour aller loin et pour réussir, c'est savoir se remettre en question et toujours chercher mieux, ça Ouais. s'améliorer soi, améliorer son entourage, très important également. Hein. Améliorer son business, sa vie pro, sa vie perso. Enfin, ouais, la remise en question, je pense que c'est une bonne compétence. Et, ouais, et Pierre Elliott, non, enfin, franchement, invite-le, c'est top. Ok. Qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit faux? Ah, bonne question aussi. Disruption. Elle n'est pas de moi cette Dis- question, mais Ouais, carrément disruption. discussion, ouais, ah, ouais, complètement. Qu'est-ce que tu crois vrai que. Ah non, qu'est-ce que tu crois faux que tout le monde pense vrai, c'est ça? Ou l'inverse. Qu'est-ce que tu crois vrai que tout le monde pense faux? Qu'est-ce que tu crois vrai que tout le monde pense faux? Tout le monde pense que les réseaux sociaux, c'est du long terme. C'est l'investissement long terme. Pas faux, mais tout dépend comment vous l'utilisez. Dans les réseaux sociaux, ça englobe également le social selling, qui pour moi est le futur de la prospection. Donc oui, si jamais vous mettez en place une stratégie de contenu, vous aurez plus ou moins une rapidité croissante en fonction de votre capacité à bien communiquer, votre capacité à considérer votre audience et à créer cette relation qui va augmenter cette confiance, hein, qui découle ensuite sur la vente. Mais les réseaux sociaux, c'est pas seulement se cantonner à créer du contenu et faire du partage organique.
il y a également dans les réseaux sociaux ce qu'on appelle le social selling. Donc, quand les gens englobent les réseaux sociaux, en gros, oui, les réseaux sociaux, faites de la pub plutôt que créer du contenu. Ouais, c'est un peu vrai aussi, en fait. Hein. Les réseaux sociaux, c'est vraiment vous investissez sur vous sur le long terme. Et je pense vous devez le faire. Pour moi, la publicité, c'est plus un booster. Ok. Se créer une audience grâce à la publicité, maintenant, c'est de plus en plus compliqué. À l'époque, beaucoup l'ont fait, se créer une audience grâce à la publicité. Maintenant, je pense qu'il faut vous créer une audience grâce à votre contenu organique et vous booster le tout grâce à la publicité. Mais ce que je voulais préciser surtout, c'est que réseaux sociaux, ça englobe pas seulement la création de contenu. Le social selling, la prospection sur les réseaux sociaux, à froid, pour que vous soyez prestataire, coach, consultant, que vous soyez thérapeute dans l'immobilier, dans le MLM, voilà, tous les entrepreneurs digitales qu'on connaît actuellement. La social selling, donc social selling, c'est pas seulement la prospection froide. La social selling, c'est également la prospection chaude. Prospection chaude, ça peut être également, c'est poster une story, par exemple, axée prospection. Donc, aller sur cette landing page pour recevoir, etc. Ça, c'est la prospection, mais chaude, sur votre propre audience. Mais la prospection froide, on n'en parle pas assez souvent, je trouve. On n'en parle pas assez souvent. Sur le comité des LinkedIners, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, ils en parlent très souvent, la prospection froide sur LinkedIn, parce que c'est très vu depuis longtemps et c'est eux qui ont vraiment lancé cette tendance de la prospection froide, parce qu'il y a des taux de conversion bien plus supérieurs à la prospection physique ou la prospection par téléphone à froid. Maintenant, même dans les grosses boîtes, hein, les pôles marketing et les pôles commerciaux sont de plus en plus accrochés. Et maintenant, les pôles commerciaux, les pôles vente, pardon, donc les commerciaux, sont en étroite relation avec le pôle marketing de plus en plus parce qu'ils utilisent beaucoup la prospection via les réseaux sociaux. Et ils envoient, parce que lorsque vous prospectez via les réseaux sociaux, ça suit plusieurs phases. La phase numéro 1, ce sera plus pour le pôle marketing, où vous allez accrocher, hooker la personne, l'attirer, d'accord? Vous devez l'attirer, ça c'est du marketing. Et ensuite, le pôle commercial, c'est lui qui va vraiment closer le deal. Mais sauf que ça se fait sur la même conversation très souvent et de plus en plus. Donc même les pôles marketing et les pôles vente, donc les commerciaux, sont de plus en plus alignés entre eux et travaillent de plus en plus main dans la main. Ça a été toujours la guéguerre dans les grosses entreprises, hein, les pôles marketing, les pôles vente. Qui est-ce qui a le plus d'impact en fait concrètement, hein, dans le CA de la boîte? C'est les pôles vente ou c'est les pôles marketing? Moi, je pense que c'est les pôles marketing. Non, chacun a sa spécificité. Hein. Un attire, l'autre close. En gros, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, le social selling très puissant. Ok. Réponse en une phrase, en une seconde, comme on aime. Allez. Allez, vas-y. C'est ce que tu viens de faire là. Ah, ce que je viens de dire, c'était plus qu'une phrase. Ouais, c'est bon, c'est ok. Si tu avais un seul et unique conseil en un ou deux mots, game changer pour tous ceux qui nous écoutent, sur ce que tu fais, ça serait quoi? Bah, j'en ai plusieurs hein, qui sont vraiment très importants pour moi. Remise en question permanente, ne pas avoir peur de prendre du recul pour s'améliorer. Si jamais vous êtes trop linéaire, vous n'êtes jamais en quête d'amélioration, vous n'allez jamais créer un business à succès, ce que j'appelle moi un business à succès. Quoique bon, ça veut rien dire, ça veut tout et rien dire. Un business à succès, il peut être à succès pour moi, à succès, ça peut être, je sais pas combien de chiffre d'affaires. Un business à succès pour mon voisin, ça peut être 5 000 euros par mois, il est très content, il est très heureux, il veut pas plus. C'est très très bien. Ou 3 000 euros par mois, très heureux, très content, il veut pas plus. Voilà, moi j'aspire à un peu plus. Donc, business à succès, ça veut tout et rien dire. Mais oui, la remise en question, c'est très très important pour avancer. Voilà. Pas pour créer un business à succès, mais pour avancer. Et la considération de son audience, si jamais vous partagez sur les réseaux sociaux, c'est pour moi le meilleur booster qui peut exister. Ouais. Voilà, pour maximiser cette relation. Ouais, t'en parles souvent d'ailleurs. Exactement. Ouais. Tu le savais pas, dans ce podcast et dans cet épisode-là, il y avait un défi à réaliser. Ah. Donc, il a été réalisé avec brio. Je me félicite à moi-même. Ah, bravo Florian. Si tu avais un seul et unique défi à me donner pour le prochain épisode, que ce soit un mot, une phrase, une citation, ça serait quoi? Et si tu le veux, je pourrais te dévoiler ce que c'est. Le mien aujourd'hui. Ah, donc je dois te donner un défi pour le prochain épisode. Ah, c'est génial. Beau concept. Disruption. Porter une casquette. C'est un podcast, ça va pas marcher. Ah, mais... Ça va. Tu vois, insérer un mot, une phrase, une citation. Oui. 18h, la créativité bof, mais je vais trouver le défi. Attends, laisse-moi réfléchir encore 2 petites minutes. Ne vous inquiétez pas, ceux qui nous écoutent. Je donne le défi à Florian tout de suite. Parce que j'essaie de chercher un bon défi, en fait. C'est ça, pas un truc avec bateau, mais... J'imagine.
Bah, cite le mot Pablo Guirao dans ton prochain défi. Ok, ça Bah, voilà, marche. cite Pablo Guirao. Comme ça, Ok, je me fais de la pub en même temps, c'est cool. vas-y. Toi aussi, disruption jusqu'au bout, quoi. Exactement, exactement. Voilà, Pablo Ok, Guirao, c'est top. bon, top. Bah écoute, parfait. Tu veux connaître le défi que j'avais à faire ou pas? Ouais, carrément. Je suis curieux. Je l'ai placé au tout début. Tu as rigolé, tu as Ouais, eu un petit sourire, genre, qu'est-ce qu'il me dit? C'est faites ouais. l'amour et pas la guerre. Ah, yes! Oui, je me suis dit, non, mais c'est carrément top. Mais c'est. Ouais, mais ok. Ok. Non, non, Ça ok, va, c'est top. il était simple celui-là, tu vois, j'en ai eu des plus Yes, durs. yes, yes. Bah, top, merci à toi. Je pense que c'est un des meilleurs podcasts que j'ai jamais fait. Ah, bah, écoute, je suis Donc, ravi, Florian. je suis vraiment ravi des réponses que tu as apportées, de la valeur Idem. que tu as apportée. Et la dernière question, du coup, où c'est qu'on peut te retrouver? Même si Ouais, pas mal de personnes te connaissent déjà. yes. Sur Instagram, Pablo Guirao X, Pablo Guirao X. Pourquoi? Parce que Pablo Guirao a été déjà pris. On est en train de voir avec la personne qui a le compte pour le racheter, mais il répond pas, c'est dommage. Donc voilà, Pablo Guirao X et groupe Facebook, Instagram Supremacy. Vous tapez Instagram Supremacy sur Facebook, principalement sur ces deux canaux. Je me lance à fond sur YouTube également, donc vous pouvez me retrouver sur YouTube, vous tapez Pablo Guirao, voilà, tout Yeah. simplement. Donc voilà, voilà mes canaux principaux. Ouais, de toute façon, je mettrai les liens Yes, directement. Ouais. top. Ok, en tout cas, ben, nous, on se retrouve pour la prochaine émission du podcast Dans la tête d'un top player. Je te dis à très bientôt. C'était un plaisir, Pablo. À très C'était un bientôt. plaisir pareil, mon Florian. Le plaisir était pour moi. À plus tout le monde. Allez, à plus. Bye.